La tempête s'abat sur l'hôtel Calesia avec une violence qui dépasse tout ce que les occupants avaient pu imaginer, transformant en quelques heures un lieu de villégiature paisible en un espace clos dominé par la peur et l'incertitude. Les rafales de vent secouent les vitres avec une intensité inquiétante tandis que les murs semblent vibrer sous la pression constante des éléments, donnant à chacun l'impression que l'édifice lui-même pourrait céder à tout instant. Dans ce climat de tension extrême, le retour de Sylvain prend une dimension presque irréelle, comme s'il surgissait d'un cauchemar dont personne ne pensait qu'il reviendrait. Lorsqu'il franchit les portes de l'hôtel, trempé, épuisé et blessé à la tempe, sa présence agit immédiatement sur Christelle, dont l'angoisse accumulée se transforme en un soulagement brutal et incontrôlable. Elle se précipite vers lui, incapable de masquer l'émotion qui la submerge, tandis que Sylvain tente de la rassurer malgré son état. William intervient sans attendre, reprenant son rôle de médecin avec une rigueur qui contraste avec le chaos ambiant. Il examine rapidement la blessure de Sylvain et s'assure que son état ne présente pas de danger immédiat, mais son regard trahit une inquiétude plus profonde, car il comprend que la situation dépasse largement le cadre d'un simple incident isolé. La tempête a déjà commencé à faire des victimes, et il ne fait aucun doute que d'autres blessés nécessiteront son intervention. À proximité, Aurore tente de maintenir une forme d'organisation au milieu du désordre généralisé. Elle coordonne les déplacements, rassure les personnes les plus paniquées et prête main forte à William dans la prise en charge des blessés, notamment Léa, dont l'épaule a été entaillée par la chute d'un lustre dans sa chambre. Cette blessure, bien que non vitale, témoigne de la brutalité des événements et rappelle que personne n'est véritablement à l'abri. Pendant ce temps, à 7, l'inquiétude se propage sous une autre forme, plus silencieuse mais tout aussi oppressante. Judith tente désespérément de joindre Jordan, mais l'absence totale de réseau rend chaque tentative vaine, renforçant son sentiment d'impuissance. Elle reste éveillée toute la nuit, incapable de détourner ses pensées des scénarios les plus sombres, tandis que le silence de son téléphone devient une source d'angoisse constante. À l'hôtel, la situation se détériore davantage lorsque l'électricité est brusquement coupée, plongeant les lieux dans une obscurité presque totale. Seuls les éclairs intermittents permettent d'apercevoir les visages tendus des occupants, révélant une peur qu'aucun mot ne parvient à exprimer. Cette perte de lumière accentue la sensation d'isolement et donne l'impression que le monde extérieur n'existe plus. Malgré la fatigue et sa blessure, Sylvain refuse de rester inactif et décide de se rendre utile en tentant d'évaluer l'état des installations électriques. Son expérience lui permet d'identifier rapidement l'origine du problème, mais la réalité qu'il découvre est bien plus grave qu'il ne l'avait anticipé. L'eau a envahi les systèmes, provoquant un court-circuit du tableau électrique et rendant le groupe électrogène inutilisable, ce qui condamne temporairement toute possibilité de rétablir le courant. Dans ce contexte déjà critique, Adélaïde, submergée par la pression accumulée depuis le début de la tempête, finit par perdre connaissance. Son évanouissement marque un tournant, révélant les limites physiques et psychologiques de ceux qui tentent de garder le contrôle. Lorsqu'elle reprend ses esprits sous la surveillance de William, elle apparaît profondément affaiblie, incapable de se lever sans assistance, ce qui la contraint à céder temporairement son rôle de responsable. La nuit s'étire ensuite dans une atmosphère lourde, où chaque bruit extérieur ravive l'inquiétude et empêche le repos. Les occupants tentent de se regrouper, cherchant un semblant de sécurité dans la proximité des autres, mais le sommeil reste difficile à trouver tant la tension est omniprésente. Au matin, la tempête semble enfin s'être calmée, laissant derrière elle un paysage marqué par la destruction. À l'extérieur, les dégâts sont considérables, et Jordan, accompagné de Quentin et Léa, sort pour évaluer l'ampleur des destructions, découvrant un environnement profondément transformé où chaque élément témoigne de la violence de la nuit précédente. À 7, Nordine partage l'inquiétude de Judith, mais son agitation constante traduit une tentative de reprendre le contrôle face à une situation qu'il ne maîtrise pas. Il multiplie les allers-retours, cherchant une solution, tout en étant hanté par un pressentiment négatif qu'il ne parvient pas à ignorer. De retour à l'hôtel, Sylvain confirme finalement ce que tous redoutaient. Le groupe électrogène est hors service et ne pourra pas être réparé dans l'immédiat. Cette annonce impose une nouvelle réalité, obligeant chacun à s'adapter à une situation de survie temporaire. Jordan prend alors l'initiative d'organiser les occupants, proposant de regrouper tout le monde dans le hall afin de garantir une meilleure sécurité collective. Dans la continuité de cette réorganisation, Sylvain évoque la nécessité de rationner les vivres, anticipant une durée d'isolement potentiellement prolongée. Cette suggestion, bien que rationnelle, renforce la prise de conscience de la gravité de la situation et installe une inquiétude supplémentaire quant à l'avenir immédiat.
C'est dans ce contexte déjà tendu qu'Aurore et Christelle entreprennent de vérifier la présence de chacun, cherchant à s'assurer qu'aucune personne ne manque à l'appel. Très rapidement, elles constatent l'absence de Victor, qu'elles tentent d'expliquer en supposant qu'il aurait pu quitter les lieux avant la tempête, sans toutefois parvenir à dissiper complètement le doute. Mais cette inquiétude prend une dimension bien plus grave lorsqu'une autre disparition est signalée, celle de Lucas, dont l'absence ne peut être expliquée par aucune hypothèse évidente. Son nom circule alors dans l'hôtel avec une gravité nouvelle, suscitant un malaise diffus parmi les occupants. À cet instant précis, sans que personne ne puisse encore en mesurer les conséquences, la situation bascule imperceptiblement, transformant une catastrophe naturelle en un drame bien plus profond, où l'inconnu commence à prendre une place centrale. Le lendemain, alors que le calme apparent succède enfin à la violence de la tempête, une tension sourde continue de peser sur l'ensemble des occupants du Calésia, comme si chacun pressentait que le danger n'avait pas totalement disparu. L'air est lourd, saturé d'humidité, et chaque geste semble ralenti par la fatigue accumulée durant la nuit, mais aussi par cette inquiétude diffuse qui empêche tout véritable apaisement. Jordan, accompagné de Quentin et Léa, s'éloigne progressivement de l'hôtel pour constater les dégâts laissés par la tempête, avançant avec prudence sur un terrain devenu instable et méconnaissable. Le sable s'est déplacé, les repères ont disparu, et la mer, encore agitée, semble garder en elle une part de menace, comme si elle pouvait à tout moment reprendre ce qu'elle venait de rendre. Le groupe progresse en silence, chacun concentré sur ses propres pensées, jusqu'à ce que Jordan, en s'écartant légèrement pour ramasser du bois, remarque une forme inhabituelle à quelques mètres de là, près des rochers. Au début, il croit à un simple amas de débris rejetés par les vagues, mais quelque chose dans la disposition de cet objet attire son attention et l'oblige à s'approcher davantage. En s'avançant, il distingue progressivement les contours d'un corps recouvert d'un peignoir de l'hôtel, immobile, allongé face contre les rochers. Son cœur s'accélère brutalement, tandis qu'une sensation glaciale remonte le long de sa colonne vertébrale, lui donnant immédiatement l'intuition que ce qu'il a sous les yeux dépasse de loin une simple découverte inquiétante. Avec une hésitation presque imperceptible, comme s'il retardait volontairement l'instant de vérité, Jordan s'agenouille et retourne lentement le corps. Le visage de Lucas apparaît alors, figé dans une immobilité définitive qui ne laisse place à aucun doute. Le choc est immédiat, brutal, et semble suspendre le temps pendant quelques secondes où plus rien n'existe autour de lui. L'absence totale de réaction, la rigidité du corps, tout indique que la vie l'a quitté depuis un certain temps déjà. Jordan reste immobile, incapable de détacher son regard de ce visage qu'il connaissait, cherchant inconsciemment un signe, un détail qui pourrait contredire l'évidence. Mais rien ne vient, et la réalité s'impose avec une violence silencieuse. Quentin et Léa, restés légèrement en retrait, comprennent rapidement que quelque chose ne va pas en observant la posture figée de Jordan. Lorsqu'ils s'approchent à leur tour, l'horreur de la situation se révèle à eux sans filtre, provoquant une réaction mêlée de stupeur et d'effroi. Aucun mot ne semble suffisant pour exprimer ce qu'ils ressentent, et le silence qui s'installe entre eux devient presque insupportable. À cet instant précis, la tempête prend une toute autre dimension dans leur esprit. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une catastrophe naturelle devient le cadre d'un drame humain bien plus profond, dont ils ne perçoivent encore ni les causes ni les conséquences. La mort de Lucas introduit une rupture irréversible dans le cours des événements, transformant leur situation en une crise aux implications beaucoup plus graves. De retour à l'hôtel, l'atmosphère reste tendue, mais une certaine organisation commence à émerger sous l'impulsion de Jordan et des autres. Les occupants tentent de se soutenir mutuellement, de maintenir une forme de cohésion malgré la fatigue et l'incertitude, sans se douter encore de la nouvelle qui s'apprête à bouleverser cet équilibre fragile. Aurore et Christelle poursuivent leur tour des personnes présentes, s'assurant que chacun est en sécurité, tout en cherchant à comprendre les absences signalées. L'inquiétude concernant Victor reste présente, mais elle est encore reléguée au second plan, faute d'éléments concrets permettant d'évaluer la situation. En revanche, la disparition de Lucas commence à susciter des interrogations plus insistantes. Dans ce contexte, l'absence de communication avec l'extérieur aggrave considérablement la situation. L'impossibilité de contacter les secours ou même d'obtenir des informations renforce le sentiment d'isolement, donnant à chacun l'impression d'être coupé du monde, livré à lui-même face à une réalité qui devient de plus en plus difficile à maîtriser. À 7, Judith continue de vivre cette attente avec une intensité croissante. Chaque minute qui passe sans nouvelles accentue son anxiété, transformant son inquiétude en une véritable angoisse. Elle tente de se convaincre que Jordan est simplement occupé, qu'il finira par donner signe de vie, mais cette rationalisation ne parvient plus à contenir les scénarios catastrophiques qui envahissent son esprit.
Nordine, de son côté, ressent également cette tension, mais son malaise prend la forme d'une agitation constante. Il cherche à comprendre, à agir, à trouver une solution, mais se heurte à l'impossibilité d'intervenir concrètement. Ce sentiment d'impuissance nourrit en lui un pressentiment négatif qu'il ne peut ignorer, renforçant l'idée que quelque chose de grave est en train de se produire. Pendant ce temps, sur la plage, Jordan finit par se relever, comme tiré de sa sidération par la nécessité d'agir. Il comprend que ce qu'il vient de découvrir ne peut rester secret et qu'il doit en informer les autres, même si cela signifie briser définitivement le fragile équilibre qui s'était instauré à l'hôtel. Le retour vers le Calesia se fait dans un silence lourd, chaque pas semblant plus difficile que le précédent, comme si le poids de la vérité ralentissait leur progression. Personne ne trouve les mots pour décrire ce qu'ils viennent de voir, et cette absence de parole devient elle-même un signe de la gravité de la situation. Lorsqu'ils franchissent les portes de l'hôtel, l'atmosphère change imperceptiblement, comme si la tension latente avait déjà commencé à se transformer en une inquiétude plus concrète. Les regards se tournent vers eux, cherchant des réponses qu'ils ne sont pas encore prêts à donner, tandis que Jordan se prépare intérieurement à annoncer une vérité qui ne pourra être ignorée. À cet instant, sans qu'aucun mot n'ait encore été prononcé, une certitude s'impose déjà. La tempête n'a pas seulement laissé derrière elle des dégâts matériels, elle a ouvert la voie à une tragédie dont les conséquences vont dépasser tout ce que chacun avait pu anticiper. Le retour de Jordan à l'hôtel ne passe pas inaperçu, non seulement à cause de son silence inhabituel, mais aussi en raison de la tension visible dans chacun de ses gestes. Dès qu'il franchit le seuil du Calesia, les regards convergent vers lui, comme si tous attendaient inconsciemment une réponse aux inquiétudes qui s'accumulent depuis des heures. L'atmosphère, déjà lourde, semble se figer dans une attente suspendue. Jordan prend quelques secondes avant de parler, cherchant à rassembler ses pensées face à une réalité qu'il n'a pas encore totalement intégrée lui-même. Il sait que les mots qu'il s'apprête à prononcer vont changer définitivement la perception de la situation pour tous les présents. Ce n'est plus seulement une tempête qui les retient ici, mais quelque chose de bien plus grave, de plus irréversible. Lorsqu'il annonce finalement la découverte du corps de Lucas, le silence qui suit n'a rien de comparable à ceux qui ont précédé. Il ne s'agit plus d'un simple moment d'inquiétude, mais d'un véritable choc collectif, comme si le temps s'arrêtait brutalement pour laisser chacun mesurer l'ampleur de ce qui vient d'être dit. L'information se diffuse lentement, presque difficilement, tant elle semble irréelle. Les réactions ne tardent pas à apparaître, mais elles restent contenues, comme si chacun refusait encore d'accepter pleinement la vérité. Certains détournent le regard, incapables de soutenir cette réalité, tandis que d'autres cherchent des explications immédiates, tentant de raccrocher cet événement à quelque chose de rationnel. Pourtant, aucune hypothèse ne semble réellement suffisante pour apaiser l'angoisse qui monte. Aurore, fidèle à son instinct d'enquêtrice, comprend immédiatement que la situation dépasse le simple cadre d'un accident lié à la tempête. Son regard change imperceptiblement, devenant plus analytique, plus concentré. Elle observe les réactions, les silences, les regards échangés, cherchant déjà à reconstituer une chronologie des événements malgré le manque d'informations. William, de son côté, reste focalisé sur la gestion du présent, mais l'annonce de la mort de Lucas laisse apparaître une tension nouvelle dans son comportement. Il comprend que la situation médicale pourrait rapidement être dépassée par des enjeux bien plus complexes, impliquant potentiellement une intervention des autorités qui, pour l'instant, reste injoignable. Christelle, quant à elle, réagit avec une émotion plus directe, plus instinctive. L'idée que quelqu'un ait pu mourir dans un contexte où tous luttaient déjà pour rester en sécurité accentue son sentiment de vulnérabilité. Elle se rapproche de Sylvain, cherchant dans sa présence une forme de stabilité face à une réalité qui lui échappe. La question de Victor refait alors surface avec une intensité nouvelle. Son absence, jusque-là expliquée de manière hypothétique, prend une signification différente à la lumière de ce qui vient d'être révélé. Les regards se croisent, les pensées s'orientent dans la même direction sans que personne n'ose encore formuler clairement les soupçons qui émergent. Dans ce climat de tension croissante, Jordan est amené à décrire les circonstances de sa découverte, chaque détail venant renforcer la gravité de la situation. Le fait que Lucas ait été retrouvé sur la plage, recouvert d'un peignoir de l'hôtel, soulève immédiatement de nouvelles interrogations. Cela implique qu'il ne s'agit pas simplement d'un corps emporté par les flots, mais d'une présence liée directement à l'hôtel. Cette information agit comme un catalyseur, accélérant le processus de prise de conscience collective. Les occupants réalisent progressivement qu'ils ne sont peut-être pas seulement victimes des éléments, mais qu'un autre danger, plus insidieux, pourrait exister parmi eux.
L'idée qu'un drame ait pu se produire à l'intérieur même de leur espace de refuge devient difficile à ignorer. À 7, l'absence de nouvelles continue de peser lourdement sur Judith et Nordine, dont l'inquiétude atteint un niveau critique. Judith, épuisée par une nuit sans sommeil, ressent un malaise profond qu'elle ne parvient plus à contenir. Elle tente de se rassurer, mais une part d'elle semble déjà comprendre que le silence qu'elle subit n'est pas anodin. Nordine, quant à lui, se retrouve confrontée à une frustration croissante face à son incapacité à agir. Son instinct de policier est en alerte, mais il se heurte à l'impossibilité de rejoindre les lieux ou même d'obtenir des informations fiables. Cette situation renforce son sentiment d'urgence et nourrit un pressentiment qui devient de plus en plus difficile à ignorer. De retour au Calesia, l'organisation mise en place commence à montrer ses limites face à la nouvelle réalité. Le regroupement dans le hall, initialement pensé comme une mesure de sécurité, prend désormais une dimension différente. Il ne s'agit plus seulement de se protéger des dangers extérieurs, mais aussi de gérer une tension interne qui ne cesse de croître. Aurore tente de maintenir un semblant de calme en structurant les échanges et en évitant que la panique ne prenne le dessus. Elle sait que dans un contexte aussi fragile, la moindre rumeur ou interprétation excessive pourrait déclencher une réaction incontrôlable. Son rôle devient alors double, rassurer tout en restant lucide sur la gravité de la situation. Sylvain, bien que concentré sur les aspects techniques, ne peut ignorer ce qui se passe autour de lui. La découverte du corps de Lucas change également sa perception des événements, l'amenant à considérer que la tempête n'est peut-être pas la seule cause du chaos actuel. Cette prise de conscience s'ajoute à la pression déjà présente, renforçant la fatigue physique et mentale. Peu à peu, un climat de suspicion s'installe, discret mais palpable. Les conversations deviennent plus mesurées, les regards plus attentifs, comme si chacun cherchait à comprendre ce qui a réellement pu se passer durant la nuit. L'absence d'informations concrètes laisse place à l'imagination, et celle-ci tend naturellement vers les scénarios les plus inquiétants. Dans ce contexte, la gestion des ressources et de la sécurité reste une priorité, mais elle est désormais accompagnée d'une vigilance accrue envers les autres occupants. Chaque détail, chaque comportement, peut potentiellement être interprété comme un indice, renforçant l'idée que la situation échappe progressivement à tout contrôle. Ainsi, en l'espace de quelques heures, le Calesia passe du statut de refuge face à la tempête à celui d'un lieu marqué par une tragédie, où les certitudes s'effondrent et où l'inconnu s'impose comme une menace omniprésente. Ce basculement, à la fois brutal et progressif, marque le début d'une nouvelle phase, où la peur ne vient plus seulement de l'extérieur, mais aussi de ce qui pourrait se cacher au sein même du groupe. À mesure que la nouvelle de la mort de Lucas s'installe dans les esprits, l'atmosphère du Calesia se transforme profondément, glissant d'une inquiétude collective vers une tension plus diffuse, plus insidieuse, où chacun semble désormais mesurer ses paroles et ses réactions. Ce changement ne se fait pas brutalement, mais s'insinue progressivement dans les comportements, comme une conséquence inévitable d'un événement que personne ne peut expliquer. Dans ce climat, la question de Victor prend une importance croissante. Son absence, jusque-là reléguée au rang d'hypothèse secondaire, devient un point central des discussions, même si celle-ci reste prudente, presque retenue. L'idée qu'il ait pu quitter l'hôtel avant la tempête ne convainc plus totalement, surtout à la lumière de ce qui vient d'être découvert sur la plage. Aurore, consciente du poids de ces interrogations, tente d'encadrer les échanges pour éviter toute dérive. Elle reformule les faits, insiste sur l'absence de preuves et rappelle que la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouve peut expliquer certaines incohérences. Pourtant, malgré ses efforts, elle perçoit elle-même les zones d'ombre qui subsistent et qui empêchent toute conclusion rassurante. William observe cette évolution avec attention, comprenant que la tension psychologique risque de devenir un facteur aussi dangereux que les conditions matérielles. Il sait que la fatigue, la peur et l'isolement peuvent altérer le jugement et provoquer des réactions imprévisibles. Son rôle dépasse alors le cadre médical, s'étendant à une forme de soutien moral, discret mais essentiel. Adélaïde, affaiblie par son malaise, reste en retrait, incapable d'assumer pleinement ses responsabilités. Cette absence de leadership renforce le sentiment de flottement au sein du groupe, laissant un espace que d'autres tentent de combler, parfois avec assurance, parfois avec hésitation. Jordan, malgré son jeune âge, continue d'assumer une part de cette responsabilité, mais le poids des événements commence à se faire sentir. Sylvain, quant à lui, s'efforce de rester concentré sur des tâches concrètes, comme si l'action pouvait lui permettre d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la réalité de la situation. Il vérifie à nouveau les installations, tente d'imaginer des solutions alternatives, mais chaque tentative se heurte aux mêmes limites, renforçant l'impression d'impasse.
Pendant ce temps, à 7, la tension atteint un niveau presque insupportable pour Judith. L'absence totale de communication, combinée à la durée de la tempête et au silence prolongé de Jordan, alimente une angoisse qui ne cesse de grandir. Elle tente de s'occuper, de détourner son esprit, mais chaque pensée finit inévitablement par revenir à la même question. Que se passe-t-il réellement là-bas? Nordine, de son côté, ne parvient plus à contenir son agitation. Son instinct de policier l'empêche de rester passif face à une situation qu'il perçoit comme anormale. Il cherche des informations, contacte ses collègues, tente d'obtenir des nouvelles par tous les moyens possibles, mais se heurte à un mur. Cette incapacité à agir nourrit en lui une frustration qui se transforme peu à peu en certitude qu'un drame est en train de se jouer. À l'hôpital, l'arrivée de Marion Delaroche apporte une parenthèse temporaire, presque décalée, dans le fil des événements. Victime d'un accident de la route survenu alors qu'elle tentait d'éviter un obstacle, elle est prise en charge par Victoire et Chloé, dont le professionnalisme contraste avec la tension qui règne ailleurs. Le diagnostic, relativement rassurant, évoque un torticolis accompagné de douleurs nécessitant une immobilisation légère. Malgré cet incident, Marion affiche une volonté immédiate de reprendre son travail, comme si l'action représentait pour elle une manière de garder le contrôle sur les événements. Cette attitude, bien que compréhensible, souligne également une forme de déni face à la fragilité de la situation, rappelant que même en dehors du Calésia, les esprits restent marqués par une tension généralisée. À la Paillote, les conséquences de la tempête se manifestent de manière plus concrète, mais moins dramatique en apparence. Violette, accompagnée d'Élie et de Marceau, s'emploie à réparer les dégâts, déterminée à respecter les consignes de sa mère en rouvrant l'établissement. Cette volonté de normalité contraste avec la réalité des événements, créant un décalage perceptible dans l'attitude des personnages. Élie et Marceau, plus lucides quant à la situation, doutent de l'intérêt d'ouvrir la Paillote dans un contexte où la clientèle risque d'être inexistante. Leur scepticisme reflète une perception plus globale des conséquences de la tempête, au-delà des dégâts matériels visibles. Pourtant, Violette persiste, comme si cette activité représentait pour elle un moyen de maintenir une forme de contrôle. L'arrivée de Nordine à la Paillote introduit un élément nouveau dans cette dynamique. En quête d'informations sur Sophia, il interroge les jeunes présents, espérant obtenir des réponses qui lui échappent depuis des heures. La discussion qui s'ensuit révèle une information inattendue, remettant en question la version donnée par Philippine. En apprenant que Sophia est en réalité en vacances, Violette réalise que sa mère lui a menti, manipulant la situation pour la faire travailler pendant l'été. Cette découverte agit comme un déclencheur, provoquant chez elle une réaction immédiate. Elle décide alors de fermer la Paillote pour la journée, refusant de poursuivre une activité fondée sur un mensonge. Ce choix marque un basculement dans son attitude, traduisant un besoin de reprendre le contrôle sur une situation qu'elle n'avait pas choisie. Elle contacte ses amis, organise une journée différente, tournée vers le partage et la légèreté, comme pour compenser la frustration accumulée. Cette décision, bien que spontanée, révèle une évolution dans sa manière de se positionner face à l'autorité maternelle. De retour chez elle, Violette confronte Philippine avec les informations obtenues. La discussion qui s'engage ne prend pas la tournure conflictuelle attendue, car sa mère reconnaît rapidement les faits, assumant le mensonge sans chercher à le justifier excessivement. Cette réaction, inattendue, désamorce partiellement la tension, mais laisse subsister un questionnement plus profond sur la confiance entre elles. Dans le même temps, au Calésia, la situation continue d'évoluer dans une direction incertaine. Les occupants, désormais conscients de la gravité des événements, tentent de maintenir un équilibre fragile entre organisation et inquiétude. Mais derrière cette apparente stabilité, une réalité s'impose peu à peu. Quelque chose s'est brisé, et il sera impossible de revenir à la situation initiale. Ainsi, les différentes trajectoires des personnages, bien que séparées par la distance, convergent vers une même tension narrative, où chaque révélation, chaque absence et chaque décision contribuent à construire un climat de plus en plus chargé, annonçant des développements à venir dont l'issue reste encore impossible à anticiper. Au fil des heures, une fatigue plus lourde que la simple épuisement physique commence à s'installer parmi les occupants du Calésia, une fatigue mentale alimentée par l'incertitude, les non-dits et cette peur diffuse qui ne cesse de s'étendre. La découverte du corps de Lucas agit comme un point de rupture silencieux, modifiant profondément la manière dont chacun perçoit les autres et la situation dans son ensemble. Jordan, bien qu'il tente de conserver une posture stable, porte en lui le poids de ce qu'il a vu, et cette expérience continue de se rejouer dans son esprit avec une précision presque douloureuse.
Chaque détail de la scène revient le hanter, le visage inerte de Lucas, la rigidité de son corps, le contraste brutal entre la vie qu'il connaissait et cette immobilité définitive. Cette confrontation directe avec la mort laisse en lui une empreinte difficile à contenir. Malgré cela, il continue d'assumer son rôle au sein du groupe, comme si l'action pouvait lui permettre de garder une forme de contrôle. Il organise, distribue les tâches, tente de maintenir une cohésion, mais derrière cette apparente maîtrise, une fragilité commence à apparaître. Son regard se perd parfois, comme s'il cherchait à s'éloigner de ses propres pensées sans y parvenir réellement. Autour de lui, les autres occupants ressentent également cette évolution, même s'ils ne parviennent pas toujours à la formuler clairement. Les échanges deviennent plus rares, plus mesurés, et une distance s'installe progressivement entre les individus. Chacun se replie légèrement sur lui-même, comme pour se protéger d'une réalité devenue trop difficile à appréhender collectivement. La question de Victor, loin de disparaître, prend une dimension encore plus préoccupante. Son absence, désormais associée à la mort de Lucas, alimente des hypothèses qui, bien que non exprimées ouvertement, circulent dans les esprits avec une insistance croissante. Le lien entre ces deux éléments n'est pas établi de manière formelle, mais il devient difficile pour certains de ne pas envisager une connexion. Aurore perçoit cette dérive et tente d'y faire face avec une lucidité maîtrisée. Elle insiste sur la nécessité de s'en tenir aux faits, de ne pas céder à des conclusions hâtives, mais elle sait également que l'absence de réponse concrète crée un terrain propice aux interprétations. Cette tension entre rationalité et instinct devient un élément central dans sa manière d'appréhender la situation. William, observant l'évolution du groupe, comprend que la gestion de cette crise ne peut plus se limiter à l'aspect médical. Il intervient de manière plus subtile, cherchant à apaiser les tensions, à encourager les échanges sans pour autant laisser la peur prendre le dessus. Son approche repose sur une compréhension fine des dynamiques humaines, conscientes ou inconscientes, qui se développent dans ce type de contexte. Sylvain, de son côté, continue de s'accrocher à des tâches concrètes, mais même cette stratégie commence à montrer ses limites. L'impossibilité de réparer le groupe électrogène devient un symbole de leur impuissance, renforçant l'idée qu'ils sont dépendants de facteurs extérieurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Cette prise de conscience agit comme un facteur aggravant dans l'état général du groupe. Dans le hall, où tous sont désormais regroupés, la promiscuité accentue les tensions latentes. Les regards se croisent, se détournent, s'attardent parfois un peu trop longtemps, comme si chacun cherchait inconsciemment des réponses dans les réactions des autres. Cette vigilance accrue, bien que discrète, transforme l'espace en un lieu où la confiance n'est plus acquise. Certains tentent de maintenir une forme de normalité, en discutant de sujets anodins ou en se concentrant sur des tâches quotidiennes, mais ces efforts apparaissent rapidement insuffisants face à la réalité qui s'impose. La mort de Lucas, combinée à l'absence de Victor, agit comme une ombre permanente, difficile à ignorer. À 7, Judith atteint un point de rupture émotionnelle. L'absence prolongée de nouvelles, associée à une intuition persistante que quelque chose ne va pas, finit par éroder les mécanismes de défense qu'elle avait mis en place. Son inquiétude se transforme en une certitude diffuse, difficile à expliquer mais impossible à ignorer, créant en elle un sentiment d'urgence qu'elle ne peut satisfaire. Nordine, confrontée à la même absence d'information, intensifie ses démarches, cherchant à obtenir le moindre indice susceptible de lui permettre de comprendre ce qui se passe réellement. Son comportement devient plus direct, plus insistant, révélant une tension intérieure qui ne cesse de croître. Cette évolution traduit une perte progressive de contrôle face à une situation qui échappe à toute logique immédiate. Au Calésia, la gestion des ressources devient une préoccupation constante. Le rationnement de la nourriture, évoqué plus tôt, commence à être appliqué de manière concrète, imposant à chacun une discipline nouvelle. Ce changement, bien qu'accepté, rappelle en permanence la précarité de leur situation et la possibilité que leur isolement se prolonge au-delà de ce qu'ils avaient envisagé. Dans ce contexte, les liens entre les individus sont mis à l'épreuve. Certaines solidarités se renforcent, tandis que d'autres commencent à se fragiliser, révélant des différences de perception et de réaction face à la crise. Ces micro-tensions, encore discrètes, annoncent des évolutions possibles dans la dynamique du groupe. Ainsi, au fil des heures, le Calésia se transforme progressivement en un espace où coexistent entraide et méfiance, organisation et déséquilibre, lucidité et peur. Ce mélange instable crée un climat particulier où chaque événement, même mineur, peut prendre une importance disproportionnée. Dans cet environnement, la disparition de Victor et la mort de Lucas ne sont plus des faits isolés, mais des éléments constitutifs d'une réalité plus large, encore difficile à définir, mais dont les contours commencent à apparaître.
Cette évolution marque une étape supplémentaire dans la transformation de la situation, ouvrant la voie à des développements dont les conséquences pourraient dépasser largement le cadre initial de la tempête. À mesure que la journée avance, une forme de lassitude profonde s'installe dans l'ensemble du Calésia, mais cette fatigue ne parvient pas à apaiser la tension qui s'est progressivement imposée depuis la découverte du corps de Lucas. Au contraire, elle semble amplifier chaque inquiétude, chaque doute, donnant à la moindre situation une résonance plus lourde, presque oppressante. L'équilibre fragile qui s'était construit autour de l'organisation collective commence à montrer des signes de fissure, non pas à travers des conflits ouverts, mais dans des attitudes plus discrètes, des silences prolongés, des regards évités ou trop insistants. Cette évolution reste difficile à percevoir de manière immédiate, mais elle modifie profondément la dynamique du groupe, introduisant une distance nouvelle entre les individus. Jordan, bien qu'il continue d'assumer un rôle central dans la gestion de la situation, ressent lui-même cette transformation. L'énergie qui l'animait jusque-là laisse place à une forme de tension intérieure plus diffuse, alimentée par la responsabilité qu'il porte et par le souvenir persistant de sa découverte sur la plage. Il tente de rester concentré sur les besoins immédiats, mais une part de lui reste figée dans cet instant où tout a basculé. Aurore, attentive à ces changements, comprend que le temps joue désormais contre eux. Plus les heures passent sans intervention extérieure, plus la situation risque de se dégrader, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan psychologique. Elle observe les interactions, anticipe les réactions, cherchant à maintenir une cohérence qui devient de plus en plus difficile à préserver. William partage cette analyse, même s'il l'aborde sous un angle différent. Il constate que les effets de la fatigue, du stress et de l'incertitude commencent à se cumuler, créant un terrain propice à des réactions imprévisibles. Son rôle évolue encore, l'amenant à intervenir de manière plus globale, à soutenir sans imposer, à apaiser sans nier la réalité. Dans cet environnement, la question de Victor reste en suspens, mais elle ne disparaît jamais totalement. Elle circule en filigrane dans les conversations, dans les silences, dans les regards échangés. L'absence de réponse concrète laisse place à une multitude d'interprétations, certaines rationnelles, d'autres plus instinctives, mais toutes contribuant à maintenir une tension constante. Sylvain, malgré ses efforts pour rester focalisé sur des tâches pratiques, ne peut plus ignorer la portée des événements. L'impossibilité de réparer les installations, combinée à l'évolution de la situation, le confronte à une réalité où son savoir-faire ne suffit plus. Cette limite, qu'il n'avait que rarement rencontrée auparavant, agit comme un rappel brutal de leur dépendance à des facteurs extérieurs. Adélaïde, toujours affaiblie, observe à distance ce qui se joue autour d'elle, consciente de ne plus pouvoir intervenir comme auparavant. Cette position de retrait, imposée par son état, lui permet néanmoins de percevoir avec une certaine lucidité les tensions qui traversent le groupe, même si elle ne dispose pas des moyens d'y répondre directement. À 7, l'inquiétude atteint un point critique pour Judith, dont les émotions oscillent entre espoir et résignation. Elle tente encore de croire à une issue positive, mais l'absence prolongée de nouvelles rend cette attente de plus en plus difficile à soutenir. Chaque instant devient une épreuve, chaque silence une confirmation implicite que quelque chose ne va pas. Nordine, de son côté, refuse de se laisser submerger par cette incertitude, mais son agitation traduit une tension intérieure qui ne cesse de croître. Il multiplie les démarches, explore toutes les pistes possibles, mais se heurte constamment à des limites qu'il ne peut franchir. Cette situation renforce en lui un sentiment d'urgence qui reste sans réponse. Pendant ce temps, la trajectoire de Violette et de ses proches apporte un contraste relatif, mais non dénué de signification. La découverte du mensonge de sa mère et la décision qui en découle marquent une étape dans son évolution personnelle, révélant une capacité à remettre en question l'autorité et à affirmer ses propres choix. Cette dynamique, bien que distincte des événements du Calésia, s'inscrit dans une même logique de transformation face à des situations inattendues. La confrontation entre Violette et Philippine, loin de dégénérer en conflit, ouvre un espace de dialogue inattendu, où la vérité, même inconfortable, permet une forme d'apaisement. Cette évolution souligne que, même dans un contexte marqué par les tensions, certaines relations peuvent trouver un équilibre nouveau, fondé sur une communication plus directe. De retour au Calésia, la nuit commence à tomber, enveloppant à nouveau les lieux dans une obscurité qui semble plus dense que la veille. Cette transition vers l'obscurité agit comme un rappel des événements récents, ravivant les inquiétudes et renforçant le sentiment d'isolement. Les occupants se regroupent instinctivement, cherchant dans la proximité des autres une forme de sécurité, même relative. Les discussions se font plus rares, plus mesurées, comme si chacun ressentait la nécessité de préserver une énergie devenue précieuse.
Le silence, loin d'être apaisant, devient un espace où les pensées prennent toute leur place, où les questions sans réponse continuent de tourner en boucle. Dans ce contexte, la mort de Lucas n'apparaît plus comme un événement isolé, mais comme le point de départ d'une réalité plus complexe, dont les contours restent encore flous. L'absence de Victor, les conditions exceptionnelles de la tempête et l'impossibilité de contacter l'extérieur forment un ensemble d'éléments qui, mis bout à bout, suggèrent que la situation pourrait évoluer dans une direction encore plus incertaine. Ainsi, alors que la nuit s'installe une nouvelle fois sur le Calésia, une certitude s'impose progressivement, rien ne pourra redevenir comme avant. Ce qui s'est produit dépasse le simple cadre d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, et les réponses, lorsqu'elles viendront, risquent de révéler une vérité que personne n'est encore prêt à affronter. Dans cette attente suspendue, chaque personnage se retrouve face à ses propres limites, à ses propres peurs, tandis que le groupe, dans son ensemble, s'efforce de tenir malgré les fissures qui apparaissent peu à peu. Et quelque part, au-delà de la tempête, une question demeure, silencieuse mais persistante, prête à ressurgir au moindre signe. Ce qui s'est passé cette nuit-là est-il vraiment le fruit du hasard, ou le début de quelque chose de bien plus sombre ?